Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous comme tous les jours en direct sur Canal 10 et dans le ZCL News. Avec vous, on va faire le tour de l'actualité, une actualité qui sera très politique aujourd'hui puisque après les rendez-vous manqués d'hier, bien évidemment, il fallait qu'on fasse un peu le point, la raison pour laquelle on a invité des politiques. Monsieur Georges Germain, bonjour. Bonjour. C'est un militant socialiste bien connu qui a été élu et qui est aussi mornalien. À Mornalo, il y a des choses à dire. On va en parler avec lui sur de la Guadeloupe. Après, on va recevoir Guy Losbar, le président de la CNBT. Il n'est pas encore président de la collectivité, puisque les élections n'ont pas pu avoir lieu la semaine dernière, semble-t-il, peut-être le 6. Enfin, on lui posera la question tout à l'heure. On fera le point avec lui sur ce qui s'est passé hier, la rencontre ratée avec le ministre et la réunion des élus. Ensuite, on recevra une jeune étudiante en Sciences Po, Prisca Claude, avec laquelle on fera un petit peu le point, savoir un peu quoi pense la jeunesse estudiantine. Enfin, elle est représentante d'une catégorie de la jeunesse, parce que bon, la jeunesse, c'est pas un seul monde. Elle parlera de sa vision de la situation politique, de son analyse, et puis on parlera un peu de l'événementiel, puisque Christian Georges, il est le président du Syndipros, et depuis quelque temps, ils sont en galère, c'est vrai. Au niveau événementiel, au niveau culturel, il ne se passe pratiquement rien ou très peu. Pourtant, il y a à faire. On va en faire le point avec Christian Georges. Et puis, on va terminer avec Jean-Luc Divial, exceptionnellement ce mardi, puisque hier, son émission devait être faite. On a eu un petit souci. Chronique Aïda Mizo sera avec nous. Sinon, l'actualité, c'est cette réunion de crise de tous les élus. Justement, on en parlait. On va voir tout à l'heure comment ça s'est déroulé hier, les interviews des différents politiques. Et ce matin, il y a une tentative d'incendie de la mairie de la ville de Basse-Terre. André Attala, qu'on a vu hier sous les barrages à Rivière-des-Pères, a été au micro d'Olivier Félix, le SIAG. Alors, quelles questions, quelles réponses? On fera un petit point sur la montée au créneau pour l'eau, puisque la question se pose toujours. Et puis, du point de vue syndical aussi, dans l'éducation, on ne sait pas exactement ce que la rectrice voulait. En tout cas, elle a lancé l'ouverture des écoles aujourd'hui. Malheureusement, toutes les écoles ne sont pas ni nettoyées, les enseignants ne sont pas à leur poste, donc c'est un peu compliqué. On voit la réaction de M. Biram, de l'UNSA, sur cette reprise au micro de Greg Labs, et puis on peut faire un point sur l'établissement public de santé mentale, semble-t-il. Il y a quelques petits soucis là aussi. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous et nous allons tout de suite faire un point politique avec la réunion qui s'est faite hier et on aura M. Georges Germain tout de suite avec nous. Premier sujet sur la crise des élus hier, refus de rencontrer le ministre qui avait lui-même invité les syndicats. Ça ne s'est pas bien passé, il est parti en Martinique. On voit d'ailleurs ce qui se passe en Martinique, puisque une réunion qui était prévue hier avec la CTM, avec l'aide chimie, ça s'est mal goupillé. Quel est le rôle de ce ministre en ce moment? On va en parler tout à l'heure. Tout de suite, on revient sur ce qui s'est passé hier après-midi. Aujourd'hui, ce que nous souhaiterions, et nous le disons haut et fort, tous les élus, à l'unanimité, nous sommes prêts à rencontrer l'intersyndical, le collectif, pour pouvoir négocier des points qui le relèvent de notre compétence. Nous avons travaillé dessus, on mettra en place une méthode et nous allons continuer. Il faut que nous puissions répondre à la Guadeloupe. Et par la suite, sur d'autres points, nous verrons avec l'État comment l'État peut nous accompagner à aller plus loin, ce que nous demandons. Il y a des responsabilités, par exemple sur l'eau, sur le transport, sur la jeunesse. Nous avons des réponses à apporter. Nous avons beaucoup fait en matière d'eau. Aujourd'hui, la seule chose que nous voulons, c'est que nous puissions régler nos problèmes entre Guadeloupéens. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Dans le cadre de cette crise, où on a vu un certain nombre de problèmes qui ne seront réglés qu'au niveau de l'État. Et on voit que l'État lui-même se défausse sur les élus. Ce que nous disons, c'est qu'il va falloir que nous puissions avancer sur ces différentes questions. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est la sortie de crise. La priorité, c'est de donner donc des réponses à cette situation sociale, des réponses économiques, des réponses sur les différentes questions de la plateforme. En plus, lorsqu'on sort ainsi que l'autonomie et autres, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un président, c'est le peuple qui peut décider. Et on connaît quelle est la procédure. Il faut tout un ensemble donc, de questions qui soient débattues au Congrès, qu'il y ait une loi, qu'il y ait un référendum. Personne ne peut décider de l'autonomie de la Guadeloupe, sauf les Guadeloupéens. Aucun élu, aucun ministre, aucun président. C'est le peuple
qui est souverain et qui, lors d'un référendum, pourra dire oui ou non. Le ministre a voulu plutôt s'adresser, je pense, à la France hexagonale en disant, ben voilà, les Guadeloupéens réclament toujours, ils n'ont qu'à demander l'autonomie. Eh bien, c'est irrespectueux, c'est maladroit et c'est inadapté aux problématiques guadeloupéennes. Ministre des Outre-mer, nous attendons qu'il puisse répondre point par point, avec les élus d'une part, avec les organisations syndicales, avec les transporteurs, avec les jeunes, aux questions qui lui sont posées et pas qu'il en crée d'autres, inadaptées. Nous sommes prêts à répondre, à donner des réponses pour la jeunesse, pour l'eau, pour l'économie, pour la vie chère. Nous sommes prêts à donner des réponses. Concernant les matières régaliennes, le ministre prendra ses responsabilités pour répondre. Il est clair, parce qu'effectivement, nous, on l'a toujours dit, on l'a toujours répété, nous sommes contre la suspension de pères et de mères de famille, la privation de salaire. Il faut trouver une solution, il faut donner une réponse. Et comme il le dit, il faut appliquer la loi. On peut comprendre, mais il faut répondre à ces personnes, donner une solution, car on ne peut pas priver des pères et des mères de famille. En plus, des médecins libéraux, des infirmiers qui ne travaillent pas. Nous aurons un problème en Guadeloupe. Quand vous sanctionnez 40 médecins, cela veut dire que la santé va prendre un gros coup en Guadeloupe. Il faut trouver des solutions. Que ce soit avec les tests PCR, il faut. Nous sommes à 8000 km de la France et on doit peut-être, je comprends, moi je te le dis, je suis pour la vaccination, je n'ai pas peur de le dire, et parce qu'effectivement il faut se protéger, mais on ne peut pas non plus mettre en danger la vie des Guadeloupéens. Voilà, c'était hier après-midi à la suite de la conférence de presse des élus, les élus d'une majorité quand même, parce qu'il faut bien recadrer les choses. Président de région de certaines communautés d'agglo et président de la CNBT étaient là, mais quand même il y a eu des élus qui sont quand même allés rencontrer le ministre, parmi eux, Harry Durimel. Alors, Georges Germain, merci d'être avec nous. Vous suivez l'actualité politique, puisque vous êtes un militant politique depuis des années, vous avez été aussi élu. Quelle est votre vision de la situation actuelle? Déjà, dans un premier temps, que je dise bonjour à tout un chacun et vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. La vision que j'ai, c'est vrai que c'était difficile tout au début des revendications, puisqu'il faut peut-être faire la genèse. Ça fait depuis juillet que l'ensemble des groupes syndicaux sont en train de démarcher le territoire de la Guadeloupe avec, bien entendu, leurs supporters. Et ça fait des milliers de gens qui ont défilé dans les différentes communes de la Guadeloupe. Et les élus que nous sommes, puisqu'il faut commencer par nous avant de parler de l'État, c'est-à-dire les maires, les responsables, n'ont pas donné réponse, si je puis dire, à ce cahier de revendications qui a été déposé depuis, je dirais, septembre, après toutes les démarches. Et je suis venu ici vous dire, le 21 novembre, qu'il fallait absolument que les élus puissent comprendre qu'il faut être à côté de leur population. Puisque c'est vrai que les revendications qui sont posées, ce sont des revendications justes. Il fallait déjà, dans un premier temps, dire que nous reconnaissons la valeur des revendications, que nous reconnaissons le combat qui est sur le terrain, et en même temps dénoncer, bien entendu, la montée du désordre qu'il y a eu, puisque c'est vrai que ce désordre-là, quelque part, même si on le dénonce, nous en sommes un peu responsables. Puisque si nous avions répondu avant, c'est sûr et certain, ça je le dis, parce qu'il faut savoir prendre ses responsabilités quand on veut gérer une cité. Si avant de penser gouvernement, on avait pensé guadeloupéen, on avait pensé que ces hommes et ces femmes qui défilent au travers de la Guadeloupe, ce sont des Guadeloupéens, ce sont ces hommes et ces femmes qui nous élisent, eh bien, qu'il fallait répondre à leurs aspirations ou être autour d'une table, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et après, et ensemble, dire voilà la part de l'État, et cette part-là, on vous accompagne pour faire en sorte que vous puissiez être entendus par l'État au travers de vos demandes, puisque c'est vrai. J'entends plein de choses, tout le monde entend plein de choses, mais que disent les soignants, que disent certains médecins? Ils disent aujourd'hui que le vaccin n'en est pas un. C'est un moyen de soigner, mais ce n'est pas un, puisque un vaccin, normalement, doit arriver à plusieurs phases d'études. Et aujourd'hui, on sait très bien que la 4e phase n'est pas atteinte. Et certaines personnes disent, et certains observateurs et même, je dirais, scientifiques disent que c'est fin 2022-2023 qu'on aura la résultante pour ce soi-disant vaccin, qui n'en est pas un, comme je le dis. Puisque un vaccin, qu'est-ce qui se passe? On vous vaccine parce que les Guadeloupéens, comme l'ensemble des Français, connaissent un vaccin. On vaccine quelqu'un, il y a certains vaccins qui ont un rappel, et après c'est terminé. On ne revient plus dessus. En ce qui concerne le vaccin du Covid, eh bien, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, qu'il y a un premier vaccin, il y a un deuxième, aussi il y a un troisième, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et donc, les hommes et les femmes de la cité
les Guadeloupéens sont obligés de dire que nous ne sommes pas d'accord. Quand je dis obligés, se sentent en responsabilité de dire que notre corps nous appartient. Il y a un doute et dans ce doute-là, nous ne nous faisons pas piquer, mais nous pouvons être soignés. Parce que nous savons, il y a des Guadeloupéens qui ont eu le Covid, comme moi-même, et qui se sont fait soigner, et qui sont bien là, et qui sont debout. Et on sait aussi qu'à travers cette maladie-là, sans être médecin, sans vouloir expliquer en étant médecin, je ne suis pas médecin, mais pour autant, j'ai suivi l'actualité parce que depuis 2 ans, l'ensemble des télés de France et de Navarre nous parlent de la situation et on comprend au niveau de notre territoire. On dit que pour ce vaccin-là, on peut être vacciné, tomber malade et le transmettre. Oui, Tout ça aussi pose un problème. On a notre Premier ministre qui devait rencontrer nos élus, qui n'a pas pu le faire en direct parce que tout simplement, après deux vaccins, lui-même a été contaminé par le Covid-19. Donc tout ça pose problème et pose question. Et que disent les Guadeloupéens? Nous voulons continuer à respecter les gestes barrières. Si, quand nous sommes en espace clos, nous allons porter notre masque, nous allons, bien entendu, faire tout ce qu'il faut pour renforcer notre immunité. Quand nous sommes malades, nous savons qu'il y a, et encore, qui peut tomber malade gravement. On sait très bien aujourd'hui que ce sont les personnes très âgées, les personnes qui ont des comorbidités, mais les jeunes et les moins jeunes, en général, ils attrapent le Covid, mais pour autant, on ne les voit pas être malades dans notre société. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que le Guadeloupéen demande quelque chose et demande des réponses par rapport à des questions posées au gouvernement, par rapport à des questions posées, bien entendu, aux professionnels de la santé, et se disent pourquoi autant de médecins, pourquoi autant de personnes qui travaillent au niveau de la santé refusent de prendre ce vaccin-là. Et les questions, on n'a pas les réponses jusqu'à maintenant. On a des gens qui vous disent, pour l'instant, je préfère me vacciner et personne n'est contre, même pas moi, et je crois que l'ensemble des Guadeloupéens le comprennent, parce que ces personnes-là ont désiré, je dirais, ce vaccin, parce que tout simplement, ils veulent se protéger et ils pensent que c'est mieux pour eux par rapport à l'ensemble peut-être des maladies qu'ils ont déjà. Oui. Mais alors, voilà. mais au départ, la contestation est partie de l'obligation vaccinale, mais ça a dépassé ça. Obligatoirement que ça devrait le dépasser pour une raison simple. On sait les difficultés qui sont sur notre territoire. Et je l'ai répété, je l'ai dit ici et ailleurs. Comment ça n'avait pas explosé? C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi ça n'avait pas explosé avant? Parce que ça devrait exploser. Vous avez une population avec un taux de chômage de 17% de la population active, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes en capacité de travailler. 50% à 60% en ce qui concerne nos jeunes, ce qui représente près de 60 000 jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté, qui ne peuvent pas travailler. Et pourtant, parmi ces jeunes-là, nous avons beaucoup de diplômés. Parce que certaines personnes laissent à penser que ce sont des loisifs, ce sont des jeunes qui devraient aller dans l'agriculture, aller là, qui n'y vont pas et donc qui ne veulent pas travailler. Je dis non. Il y en a qui devraient aller au niveau des petits métiers, mais il y en a aussi qui se sont formés pour venir sur leur territoire et pour travailler. Est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité de leur offrir cette chance-là? Non. Que faisons-nous pour cela? C'est ça notre devoir en tant qu'élus. Parce que gérer, c'est prévoir. On ne pourra pas, ça c'est sûr, en Guadeloupe, engendrer, je dirais, du travail pour 100% des Guadeloupéens, puisque nous sommes une île, nous sommes contraints, c'est 400 000 habitants, ça nous le savons. Mais nous devons faire l'effort d'accompagner nos jeunes, d'autant plus que nous voyons qu'à des postes de responsabilité qu'ils pourraient occuper, puisqu'ils sont formés pour cela, ils ne sont pas pris, mais d'autres sont pris. Donc il est normal qu'ils se révoltent. Il nous appartient à nous, élus, de nous poser la question et de nous dire qu'est-ce que nous faisons pour aider notre jeunesse. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à nous rendre compte qu'il faut frapper sur la table, qu'il nous faut jouer d'ingéniosité, puisqu'il y a des nouvelles techniques, il y a le e-commerce, il y a plein de nouveaux métiers, il y a plein de champs, je dirais, d'actions que nous devons explorer pour faire en sorte que nous puissions aller dans le sens de la demande de notre jeunesse. Et pour autant, on ne le fait pas. Je prends juste un exemple, juste un tout petit. Nous avons la route du Rhum qui arrive en Guadeloupe. Tous les Guadeloupéens qui ont été au départ de la route du Rhum ont vu comment c'était.
économiquement, c'est quelque chose d'extraordinaire sur le point de départ, c'est-à-dire à Saint-Malo. Moi, j'y étais plusieurs fois, mais c'est extraordinaire économiquement, et de voir que culturellement et au niveau, je dirais, de l'ensemble des acteurs, comment ça devient quelque chose d'extraordinaire et de fort pour l'économie de ce secteur-là et de ce territoire-là. On arrive en Guadeloupe, qu'est-ce qu'on voit? On vient sur le port, on regarde devant le MACT, il y a quelques lacs, quelques têtes. Hein? Le soir, un artiste et quelques personnes au bord du podium. Alors que c'est nous la route du Rhum. C'est la Guadeloupe la route du Rhum. Donc à ce niveau-là, la réflexion n'est pas assez profonde. Je donne juste un exemple, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut donner des exemples. Je prends 3 communes, parce que ça dure pendant une quinzaine de jours. Je prends 2 à 3 communes par jour. La région se décide de faire en sorte que ces communes-là puissent produire ce jour-là. C'est eux qui emmènent les artistes, c'est eux qui emmènent leurs restaurateurs, c'est eux qui emmènent l'ensemble de ceux qui sont en capacité de produire quelque chose de culturel. Et en même temps, on accompagne les habitants de ces communes-là à venir sur les sites et sur le lieu pendant 2 jours. Pendant 2 jours, c'est, on peut dire, Port-Louis, Petit Canal, Anse-Bertrand. Eh bien, pendant 2 jours, eh bien, ils sont dédiés sur le site. Et en même temps, on a la culture de ces secteurs-là, que sur le plan culinaire, que sur le plan musical. Et on fait ça pour toutes les communes. On les regroupe par 2 sur la quinzaine. Et en même temps, on fait pour les îles, c'est-à-dire qu'on dédie un bateau pour Marie-Galante. Eh bien, ce bateau-là, ce jour-là, ce sera le 2e, le 3e, 4e jour. C'est les îles, c'est Marie-Galante qui viennent et qui profitent de la route du Rhum, mais qui sont aidés par la région. C'est-à-dire qu'on investit, mais on investit pour un développement réel, mais en même temps pour une vision de la Guadeloupe à l'extérieur. Mais ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, je dis, ce sont ceux qui sont autour du président. Très souvent, on critique un président, que ce soit Chalus, que ce soit Victorin Lurel. Je dis non. Nous avons des élus autour qui bénéficient du fait d'être élus. Ils doivent porter des idées. Ils doivent aussi grandir l'image de leur territoire. Et c'est ça qui fait la beauté et la grandeur de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, autre question quand même, il faut quand même qu'on aborde, c'est qu'il y avait un ministre qui était prévu hier pour rencontrer le collectif. Ça a duré 10 minutes. Pratiquement, qu'on ne dit pas pour rien. Ils ont déposé des demandes qui avaient été déjà déposées depuis septembre. Et puis, de l'après-midi, ce même ministre devait rencontrer un certain nombre d'élus qui ont refusé de le rencontrer. Quelle est votre analyse de ces 2 rencontres et de la présence du ministre? Est-ce que l'arrivée du ministre pouvait résoudre magiquement tous les problèmes? Personne ne s'attendait à cela, que le ministre arrive et que d'un coup de baguette magique, il n'y a pas de Guadeloupéen aujourd'hui qui est à ce stade, ni de rêve, ni de pensée utopique. Il y a des responsabilités régaliennes qui appartiennent à l'État. Eh bien, l'État doit venir en Guadeloupe par rapport à ces responsabilités-là. Quand on a vu le ministre le soir, quand il était à l'aéroport, accompagné d'un ancien préfet, tout le monde l'a vu, c'est M. Gustin. Eh bien, tout le monde a compris. Quand on a vu l'image, tout le monde a compris. Car n'oublions pas, je reviens à la question, mais n'oublions pas M. Gustin. Quand il est venu ici en Guadeloupe, c'était 100 radars pour la Guadeloupe sur un projet de 400 radars pour toute la France. Pourquoi la Guadeloupe sans radars? Nos députés, M. Coriolan qui n'est pas député, M. Max Mathias est député de la Guadeloupe, s'en est pris à lui pour lui dire non. Pourquoi 100 radars pour la Guadeloupe? Eh bien, il fallait imposer cela parce que nous étions mieux, parce que ça permettait à plus de Guadeloupéens de devenir délinquants. Je le dis sincèrement, puisque quand vous perdez votre permis, vous devenez un délinquant de la route. Mais quand vous avez un radar tous les 5, 6, 10 km, forcément, il y a un petit moment d'oubli de 5 à 5 km/h qui fait que vous êtes flashé. Mais vous n'êtes pas pour autant un mauvais conducteur. Mais il fallait que ça soit la Guadeloupe. Et qu'avons-nous vu sur les barrages? Il faut observer la situation du territoire. Et les politiques que nous sommes, nous devons regarder. Eh bien, la population a rétabli la situation. J'ai entendu personne parler de ça. Pratiquement 100% des radars sont brûlés. Presque 100%. Ça veut dire quoi? La population a répondu par rapport à des demandes de politiciens aussi, parce que ce sont des politiques. Il y a des politiques qui ont bougé pour cela. Parce que très souvent on dit que les politiques n'ont rien fait, n'ont rien dit. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit par le passé et que j'ai dit ici le 21. Nos politiques ne sont pas reconnus. La France fait semblant avec nous, mais la France ne nous reconnaît pas. Aimer son peuple, c'est le reconnaître, c'est l'accompagner. Il ne suffit pas de saupoudrer avec quelques millions d'euros et dire que nous sommes sous la coupelle de la France, alors que la France gagne beaucoup plus avec nous. Tout le monde sait que le 2e territoire maritime, c'est celui de la France. Grâce à quoi? Aux Antilles. Ce n'est pas n'importe quoi.
quand on sait que 70% de la superficie de la Terre, c'est la mer. Oui. Et la biodiversité aussi. N'en parlons même pas de la biodiversité qui fait la richesse en pharmacopée, qui fait la richesse aussi de la France par rapport comment je dirais encore, aux poissons et tout ce que nous pouvons avoir de la mer. Mais ça, c'est grâce aux Antilles. Mais les gens, certaines personnes croient que la France nous offre une situation et qu'on bénéficie. J'entends plein de gens dire ça, mais il faut les informer que c'est faux. La France n'est pas naïve à pouvoir porter et supporter les autres qui leur coûteraient plus cher. Non, au contraire, qu'est-ce que demande la France aujourd'hui? Il demande à ce que nous puissions prendre, tout en restant en France, mais que nous puissions prendre notre responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, presque les Guadeloupéens sont presque prêts pour cela. C'est les politiques qui ont mis un ralenti dans tout cela. Parce que depuis 2019, en 2019, lors du congrès, nous en avons parlé et vous avez bien pu constater que presque tout le monde était d'accord puisque que nous puissions aller à cette avancée-là. Mais tout d'un coup, on s'est arrêté. Pourquoi? Pourquoi? Donc aujourd'hui, quand vous me dites, Monsieur Lecornu, par rapport à son comportement, déjà le comportement qu'il a eu à l'aéroport, à dire que je viens et c'est l'autorité de la France, je lui dis non, c'est pas l'autorité de la France. Si c'était l'autorité de la France, on aurait pu dire l'autorité de la France, et je l'ai dit ici aussi, c'est que les collectivités de France et de Navarre, notamment celui de Neuilly, où on a vu un président de la République sortir de Neuilly en tant que maire, puissent respecter les 20% des logements sociaux qu'on a infligés à l'ensemble des communes et qui n'a pas respecté, qui ne respecteront jamais. Et pourtant, c'est une loi française. Oui. Je dis encore, c'est une loi française quand on parle au niveau des entreprises guadeloupéennes ou des entreprises françaises. Il faudrait qu'il y ait dans chaque entreprise, un pourcentage au niveau de 6% par rapport, je dirais, aux personnes handicapées, eh bien, ce n'est pas respecté. Mais pas du tout. Et pourtant, c'est une loi française. Mais ça devient une loi française puissante parce qu'on parle de la santé et parce que c'est tout près des élections et parce qu'on sait que, justement, l'élection va se jouer à droite, selon ce qu'on prédit, et on sait que la droite, c'est sécurité, sécurité. Et si vous parlez, que vous gonflez le torse avec le mot sécurité, mais vous avez des chances de gagner. Mais on veut l'imposer aux Guadeloupéens comme si nous n'avions pas d'identité. Mais la Guadeloupe n'est pas aux élections présidentielles, même s'ils votent. C'est l'intérêt des Guadeloupéens qui passe avant tout. L'intérêt de nos enfants par rapport à ce qu'ils demandent, travailler sur leur territoire, être considérés, prendre en compte leurs aspirations, faire en sorte que leurs élus, ceux-là que nous sommes, oui. Et c'est pour cela que je dis que nous devons nous prendre en responsabilité aussi et faire le travail comme il se doit, eh bien qu'on puisse respecter cette population-là, qu'on puisse être complice avec elle et qu'on puisse se dédouaner par rapport à nos comportements par le passé et faire en sorte que nous puissions comprendre le message. Alors précisément, on va peut-être terminer, mais enfin j'ai quand même un petit mot à vous faire rebondir. Beaucoup d'élus, par rapport à la visite de Lecornu, disent qu'il y a une forme de mépris depuis Castex. Et hier, j'ai entendu le président de région dire que quand un responsable de l'État français vient ici, il devrait d'abord recevoir les élus. Or, la première chose qu'il a faite, il est allé à la Jaille, il a évoqué ces soldats-là, il a évoqué ces militaires-là. Donc, sur la question du mépris, est-ce que vous aussi, vous revendiquez ce mépris par rapport à nos élus guadeloupéens? Je le dis sincèrement, je le pense aussi sincèrement, qu'il y a eu ce mépris-là déjà à arriver à l'aéroport, dans le message qui a été dédié. Ensuite, de démontrer que la force républicaine, qui est aussi l'élu, c'est le représentant du peuple, puisque c'est un vote démocratique qui permet à un élu d'être ce qu'il est, eh bien, de ne pas les recevoir. Et ensuite, directement partir au niveau donc, du camp militaire. Et le lendemain, venir devant le syndicat et dire que je vais rencontrer les élus quelques minutes avant que je sois en partance. Ouais. Donc voilà l'ordonnancement des choses. Mais j'ai dit que dès que j'ai vu l'ancien préfet Gustin accompagné du ministre des départements et territoires d'outre-mer, j'ai tout de suite compris à quelle sauce que nous allions être mangés. Oui. Et les Guadeloupéens ne sont pas dupes, et c'est pour ça que je vous ai dit, vous n'avez qu'à regarder l'image des radars, vous comprendrez que les Guadeloupéens, aujourd'hui, ce sont des avant-gardistes et ils savent quoi faire dans des moments difficiles. Jean-Germain, je suis obligé de vous poser la question. Il y a 3 semaines, près de 2 mois, vous étiez venu ici, oui. Vous parliez de l'élection du PS. Élection qui a eu lieu, Olivier Nicolas a pris les affaires en main. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'on va sentir le PS davantage? Je vais le recevoir demain. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je suis un démocrate. J'étais dans une élection. Je sais comment les choses se sont passées, mais je n'ai pas à le dire parce que c'est interne.
il a gagné cette élection-là, et donc à lui aujourd'hui de démontrer la force du Parti socialiste sur le territoire de la Guadeloupe, et de dire aussi quelle est, je dirais, quelle est la ligne que nous allons suivre par rapport, je dirais, au schéma qui est dessiné, puisque je crois qu'il y a une recomposition, je dirais, de la chose politique et aussi de l'intérêt de chaque Guadeloupéen sur ce territoire-là. Donc c'est à lui de démontrer quel est le chemin que nous devons prendre au niveau du Parti socialiste. Est-ce que nous devons sortir de ce qui est notre ADN, le social, basé sur une économie forte, et basé aussi, bien entendu, sur une prise en compte de la réalité guadeloupéenne dans un format de respect de la population et de notre jeunesse. Donc, si tel est le cas, nous allons progresser et nous attendons pour voir. Il faut juger sur pièce. Et nous serons là, puisque je serai là pour l'aider. Et je crois que je le dis aussi à l'ensemble des socialistes et aussi des élus de la Guadeloupe. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une municipalité, que vous êtes conseiller municipal, que vous êtes obligé de vous taire et en disant que le maire a parlé. Non. Le peuple a voté pour une liste. Il ne faut jamais oublier ça. Et je crois qu'il faudrait quand même faire une formation au travers des élus. Le peuple vote pour une liste. Et c'est vous, le dimanche suivant, qui choisissez le maire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adjoints au maire, les conseillers municipaux, ils ont leur mot à dire. Parce que leur territoire, ce territoire-là leur appartient. Quand on méprise les élus, on ne méprise pas les maires, on ne méprise pas les députés, on méprise tous les élus. Donc ceux qui se taisent, en ayant des convictions, en aimant leur population, en ayant quelque chose à apporter, eh bien, ils ont tort de le faire parce qu'ils donnent raison à ceux qui disent que nous ne disons rien et que nous ne faisons rien. Et pourtant, je l'ai dit, je n'entre pas dans cette conviction de dire que les élus ne font rien. La preuve en est, j'ai dit en ce qui concerne les radars, nous avons des élus, j'ai parlé de Coriolan qui n'est pas de mon bord, mais pourtant c'est une vérité, il faut le dire. J'ai parlé aussi de Max Mathiazin parce que ce sont ceux-là qui ont parlé le plus, les autres en ont parlé, mais ce sont ceux-là qui se sont mouillés pour dire que la situation n'est pas normale par rapport à notre territoire. Et les Guadeloupéens, ils ont entendu cela aussi. Voilà ce que je dis aujourd'hui. Le Parti socialiste peut se sortir de cette situation-là et l'occasion nous est donnée au travers, je dirais, ce changement sur notre territoire de démontrer que nous sommes avec notre population, que nous aimons cette population et que nous portons des solutions. Ce n'est pas Georges Hermin tout seul qui va porter des solutions, mais c'est avec Georges Hermin et les autres que nous porterons des solutions et que la population nous entendra. Georges Hermin, merci d'être venu, de nous dire tout ça. La Guadeloupe vous a entendu et même au-delà. Il est 13h03, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec un autre politique puisque on va recevoir Guy Losbord, le président de la CNBT, futur président de la collectivité. À tout de suite. Voilà, il est 13h11. Je vous l'ai dit, on va recevoir deux invités, une jeune étudiante en Sciences Po, Prisca. Claude, bonjour. Bonjour à tous. On va entendre son analyse en tant que jeune, puisqu'on parle beaucoup de la jeunesse depuis quelques jours, et elle est sur les barrages, mais il n'y a pas que des jeunes sur les barrages, il y a des jeunes aussi derrière leur clavier à l'université. Et puis, quelqu'un qu'on n'entend pas assez souvent, Christian Georges, bonjour. Oh, merci, bonjour. Oui, c'est vrai que nous ne voit assez souvent. On n'a pas aimé ça. Mais bon. On n'a pas aimé ça, mais enfin, compte tenu de ça, on va représenter de situation à on peut dire l'événementiel, le spectacle, etc. Il est important de temps en temps de faire un petit point. Pour l'instant, on revient à ce qui s'est passé ce matin à Basse-Terre. Devant la mairie, il y a une tentative d'incendie de la mairie de la capitale. Hier, monsieur le maire André Atala était sous les barrages avec les barragistes, j'ai envie de dire. C'était à Rivière-des-Pères, il y a une discussion assez chaude qu'on a suivie en direct ici. Et puis ce matin, tentative d'incendie. On revient sur ce qui s'est passé. Olivier Félix était là, on regarde. Oui, effectivement, vers minuit, nous avons été alertés. Et donc je me suis rendu très rapidement sur place avec mon directeur de cabinet. C'est une tentative d'incendie devant la porte centrale de la mairie, qui a été très vite maîtrisée, donc les dégâts, heureusement, ne sont pas très importants et on va pouvoir reprendre un fonctionnement habituel à partir d'aujourd'hui. Alors, je dirais s'attaquer à une mairie, c'est s'attaquer à la maison du peuple. C'est là où on déclare une naissance, c'est là où on déclare sa future mariée, qu'on accepte de se marier, c'est là où les enfants s'inscrivent à l'école, aux crèches, c'est là où malheureusement, quand on a un décès, qu'on obtient l'autorisation d'inhumer un proche. Donc voilà, c'est une vraie symbolique qui a été attaquée, je le regrette. Et ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive à Basse-Terre, c'est arrivé par le passé aussi. Donc chacun en tirera les conséquences qu'il veut. Voilà, donc bien sûr nous sommes un peu amers.
Le pire a été évité et puis là, ce matin, ça va mieux. Pour l'instant, une enquête est en cours, hein, tout est possible, donc je préfère ne pas faire des hypothèses. Il y a un mouvement social d'un côté, il y a eu effectivement cette tentative d'incendie à la mairie de Basse-Terre. Est-ce que c'est lié? Je ne sais rien. Alors autour de Basse-Terre, il y a quelques barrages qui se seront mis en place et ça perturbe le fonctionnement. Donc le mieux, c'est que très rapidement la négociation se mette en place. Parce qu'il y a une vraie demande de la part des syndicalistes, de la jeunesse, on l'a dit déjà. Hein. Donc il y a une problématique de base qui est récurrente sur laquelle il faut aller aux négociations, il faut proposer des solutions. Les collectivités territoriales doivent prendre leurs responsabilités, l'État, les syndicats, nous tous. C'est comme ça qu'on arrivera à faire la Guadeloupe avancer. Et je suis prêt, bien sûr, à m'impliquer dans ce travail de négociation et de proposition de solutions, ce que j'ai déjà commencé à faire à la fois dans le domaine de la santé, mais au niveau de la collectivité territoriale. J'ai des propositions intéressantes que nous allons valider avec l'association des maires. Ça s'est très bien passé hier. Il y a eu, bien sûr, chacun s'est exprimé, parfois avec véhémence. Je trouve que le dialogue s'est bien passé. Moi, j'ai des propositions que j'ai faites et j'ai respecté ma proposition. Je l'ai d'ailleurs transmise au niveau du ministre et du préfet. Quand les groupes de travail se mettront en place, c'était la promesse que j'ai faite sur le barrage. On parle de la jeunesse, je pense qu'il faut associer aussi cette jeunesse pour faire partie du groupe de travail. On parle de la jeunesse, mais demandez aussi à la jeunesse de venir s'exprimer. J'ai tenu parole. Ce que demandent les jeunes de Rivière-des-Pères, c'est qu'il y ait une levée des forces de l'ordre, qu'elles ne soient pas sur place. Ce n'est pas de ma prérogative. J'ai également respecté ces jeunes que j'ai rencontrés et j'ai transmis au service de police, à la préfecture. Ils demandent à laisser un barrage filtrant. Après, il appartient au préfet de prendre sa décision, mais j'ai envie de dire que ces jeunes, je les ai rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un dialogue de respect mutuel et j'ai respecté mes engagements. Voilà, c'était hier. Alors, Prisca, bien sûr, je t'ai invité parce que, je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de la jeunesse depuis quelques jours. On vient d'entendre encore ce que disait M. Attala. Quelle est la vision en tant que jeune étudiante, surtout en Sciences Po, de ce qui se passe en Guadeloupe depuis maintenant presque 3 semaines? Alors, je pense parler pour tous les jeunes, peu importe la catégorie dans laquelle on nous place déjà. Parce qu'on fait des distinctions entre les jeunes qui font des études, les jeunes qui n'en font pas, les jeunes qui font des études longues, des études courtes. Et je ne pense pas qu'on devrait faire ce genre de distinction. On est jeune, on est Guadeloupéen, on est Guadeloupéen. Mais je pense qu'on considère que c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, qu'on ait dû attendre autant de temps de revendications, de remontées d'informations, de demandes, de marches, pour qu'enfin on soit entendu. Et entendu pour ne même pas être écouté. Oui, c'est dommage. Donc, je pense qu'avant, on était déjà dans une situation d'anxiété, dans une situation d'angoisse et d'impatience, impatient à l'idée d'être actif, entrer dans la vie active. Maintenant, on est impatient à l'idée d'avoir des réponses qui vont cette fois combler nos attentes. Oui. Enfin, voilà. Mais quand on dit que la jeunesse ne s'intéresse plus à la politique et est complètement dépolitisée, toi qui es en Sciences Po, est-ce que c'est le sentiment que tu as au regard de tes camarades étudiants ou étudiantes ou les anciens lycéens que tu rencontres? Est-ce que les jeunes Guadeloupéens s'intéressent à la vie politique guadeloupéenne? Alors, ça reste mon avis. On s'y intéresse toujours parce que ça reste notre territoire. Oui. Après, on sourit beaucoup. Quand on lit, quand on entend, quand on regarde. On sourit beaucoup parce que c'est beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de choses qu'on nous vend et qu'on vend de manière générale, pas qu'aux jeunes, aussi à la population, mais on a un sentiment d'inaction et de peut-être mensonge. Ou alors, après, on n'est pas dans les coulisses. Donc, je pense que tout le monde sait que... Il y a des choses qui se font, il y en a qui ne se font pas, il y a des raisons justifiées ou non. Mais c'est vrai qu'on sourit beaucoup. Oui, mais alors ça veut dire qu'il y a une insatisfaction, qu'on n'est pas content, qu'on refuse. Parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que on le dit, bon, il y avait des jeunes sur les barrages, il y en a des jeunes sur les barrages, il y a des jeunes qui ont cassé, qui ont brisé, il y en a qui sont en prison. Pour l'instant, ils ne sont pas encore jugés ou jugés très rapidement. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont et qui ne reviennent pas. Oui. On est déçus. On est déçus parce que... Alors, il y en a beaucoup qui partent parce que quand on est au lycée, et même avant, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est fait pour qu'on
qu'on pense qu'il n'y a pas de place pour nous ici ou qu'il n'y a pas ce qu'on veut faire ici. Donc on doit partir, se former pour ensuite éventuellement revenir. Oui. Donc ça, c'est une chose. Donc il y en a qui partent, il y en a qui restent, parce qu'au final, quand on fouille un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même des formations qui sont proposées ici, et donc on peut rester, qu'on peut se former, on peut se professionnaliser, et ensuite éventuellement trouver un emploi chez nous. Sinon, quand on part et qu'on revient, on ne trouve pas forcément. Soit il n'y a pas le poste, ou alors le salaire n'est pas à hauteur des attentes. Voilà. Ce qui se comprend quand on fait quand même le rapport de proportionnalité entre le salaire et le coût de la vie, et le coût des études aussi. On essaye quand même de se demander, mais qu'est-ce qui justifie tout ça? Oui. Alors, je vais poser la question à Christian Georges, puisque Christian Georges, comme moi, était jeune. Quand, Christian, vous entendez une jeune dire parler de ce langage, qu'est-ce que vous en pensez en tant que président du Syndipros? On va parler tout à l'heure de votre activité, mais en tant qu'ancien jeune. Si vous aviez ces problèmes, mais nous, les jeunes, on en a marre des adultes qui ne pensent que pour eux et pas pour nous. D'accord. J'ai bien dit. C'est-à-dire que nous n'avons pas un problème de fossé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en phase. Ouais. Et si vous fréquentez les gens vraiment, je pense que vous ne pouvez pas dire que j'invente ce que je suis en train de dire. Il y a un tel décalage dans la réalité, à qu'à signaler simplement qu'on a 5 frères et sœurs entre 22 et 30 ans. D'accord. Qui c'est Timon en moins, pour vous comprendre. Oui. Mais il frères et sœurs, d'accord. Et ça, quand on veut dire autres, c'est que quand on a tellement de coups de pied à dans la journée, par le verbe, les échanges, quand on dit moi des fois, bon, ils sont jeunes ou ils vont trop vite, mais ils sont déjà dans un autre temps. Nous, en 1.0, 2.0, et aux gens 3.0. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a tendance à aimer l'incompétence et de mettre l'incompétence dans les rouages de tout ce qui fonctionne en Guadeloupe. Où j'envoie des jeunes ou des mondes de Guadeloupe à la comptabilité, à certains côtés, dans la direction, à certains côtés. OK? En ce moment, il y a des gens qui disent ne m'envoyez plus de soudeurs, de ceci, de cela. Embauchez-les de Paris, dites-leur de payer leur billet de venir. Là, pendant que je te parle. Donc, moi, en vrai, c'est ce type-là que nous avons condamné, que moi, j'ai condamné. Il a fait casse, il a fait tout le bitin. Mais excusez-moi, on camion qui garé depuis 10 ans au bord chemin, dont Zeb Jean Ley, en 1 heure de temps, il a fait démarrer. Non, mais c'est que vous gagnez en compétence, même s'il n'y a pas ni bon diplôme. Moi, ni bac, moins 20, entre parenthèses. Donc, je pense que nous, les jeunes, on a un problème, c'est qu'on ne nous intègre pas dans le pensée pour nous. C'est-à-dire que c'est mon qui a 60 ans, là, qui a songé les 10 prochaines années, sans ces gens qui ont 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc, on a un problème avec ça. Ensuite, il n'y a pas de politique, je veux dire, à long terme. On est dans l'immédiateté à chaque fois. Et moi, bien placé dans le métier, moi, pour dire ça. Mais vous travaillez pour le jeune, de toute façon. Hein. Oui, mais de toute façon, pas pour moi qui travaille, il est là. Mais ni 30 ans que nous pas ni schéma culturel de développement. D'ailleurs, on est la plus grosse niche d'emploi. Chaque année, il y a des formateurs, des formations d'assistants managers, secrétaires, comme ça. Sur 20, ni 5 à trouver en alternance. Et nous qui ne sommes pas capables peut-être de payer un monde tous les mois, il n'y a pas à crier nous pour dire nous qui nous peut mettre un habitant en place pour prendre en charge salaire à eux, charge à eux et bailler au travail. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans la CADO, c'est parce que les entreprises, les TPE, là, tout ça, elles n'ont pas d'administration. Rien n'est à jour. Il faut tout faire en ce moment. Donc je pense qu'il y a plein de pistes. Et puis je pense que les cerveaux ne doivent pas, comment dirais-je, être récupérés par Mme Pécresse, par Bordeaux, par Toulouse et tout ça. Ces gens-là partent, prennent leur diplôme et puis ils ne peuvent pas entrer, même après 2 ans d'expérience. Puisque je reviens vers toi, le ministre a lancé pour faire une diversion, la question de l'autonomie, ce n'était pas du tout dans les revendications des syndicats, ni même des politiques. Comment une jeune perçoit, parce qu'on dit souvent les gens ont peur de l'indépendance, peur de l'autonomie. Est-ce que c'est le cas pour les jeunes de ta génération? Alors, j'ai déjà essayé de sonder, donc les avis sont assez divergents effectivement sur cette question. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément informé, on ne nous explique pas la différence entre autonomie, indépendance ou
un autre statut. De toute façon, on peut toujours créer un autre statut, il n'y a rien qui est limité. Mais sur cette question, c'est vrai que bon, ça pourrait aider à résoudre, même pas résoudre, je pense, parce qu'en soi, pourquoi résoudre des problèmes que nous n'avons pas causés foncièrement? Je pense que ce serait bien que les personnes prennent leurs responsabilités et après on discute éventuellement qu'on avance seul. Parce que les problèmes d'eau, c'est pas nous, encore une fois. Les problèmes des sargasses, c'est plus ou moins personne, mais il y a des solutions pour les sargasses. Quoi d'autre? On nous a parlé aussi de le pass sanitaire, je ne vais pas en parler, mais tous ces dossiers qui ont été énumérés par le ministre hier, faut pas se leurrer, ce ne sont pas des dossiers qui sont traités. Le dossier de la chlordécone a été perdu, donc il n'est pas traité. Enfin... Alors, non, je donne un exemple, puisqu'on a parlé d'autonomie, voire d'indépendance. Aujourd'hui, la Barbade, qui est plus petite que la Guadeloupe, un petit peu plus grande que Marne-la-Galante, est indépendante depuis 1962, je crois, et ils étaient sous domination anglaise pendant quelque temps, c'est devenu indépendante, et puis c'est la reine d'Angleterre qui chapeautait la Barbade, et aujourd'hui, c'est une dame, Madame Masson, si je ne me trompe pas, qui est aujourd'hui présidente de la Barbade, qui est devenue république. Ça prouve que dans la Caraïbe, il n'y a pas que la Guadeloupe. Ben non, il n'y a pas que la Guadeloupe. Hein. Donc souvent, on parle justement d'indépendance, mais indépendance de qui, de quoi, comment? Aujourd'hui, bon, est-ce que la France est indépendante? Quand on prend le terme comme ça, la France n'est pas indépendante parce que déjà la France a tous ses territoires ultramarins. Ensuite, elle a l'Union européenne. Si la France, on enlève tout ça à la France, est-ce qu'elle survit? Je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, si on est indépendant, on a l'OECO, on a des organisations régionales, internationales, on va toujours s'entraider. Mais est-ce que les jeunes ont peur de l'indépendance? Certains, oui. Oui. Pourquoi? Parce Qu'est-ce qu'ils craignent? qu'il y a un discours historique qui ressort toujours. Si on devient indépendant, on sera comme Haïti. Sauf que Haïti, le contexte est même l'année. Oui, on fait comme Haïti, mais on ne dit pas qu'on sera comme la Barbade ou comme... C'est ça, c'est ça. Pourquoi on tend toujours à aller vers les exemples négatifs, encore que Haïti est indépendant depuis 1804 et c'est pas... C'est pas comparable. Christian, nous remarque à faire là-dessus, oui? Sur la question de l'autonomie, de l'indépendance pour nos pays. Bon, disons qu'on ne peut pas comparer avec Barbade, ils se sont préparés, ça fait 50 ans qu'ils roulent pour ça, et aujourd'hui ils sont arrivés à maturité, ils ont négocié leur truc et ils ont pris leur, on va dire, ils sont devenus une vraie république. Alors nous, je pense que depuis 2003, le fameux référendum, on a fait marche arrière au niveau des têtes. C'est-à-dire qu'on a perdu l'assurance, la confiance, et je crois que c'est le mot essentiel dans tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est le manque de confiance que nous avons les uns envers les autres. Et je suis d'accord avec elle, parce que j'ai eu une conversation une fois avec des copains jeunes, on va dire, et ils m'ont dit, ouais, mais facture, sécurité sociale, là, et tout ça, là. Avant, ils ont parti, ils ont payé. Parce que eux, quand ils naissent, ils sont déjà endettés. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, quand ils comprennent ça, quand ils arrivent à peu près en première terminale, là, ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il ne faut pas aller travailler tout de suite? Est-ce qu'il faut faire des études? Et la confiance, je pense, c'est le ferment premier d'un objectif commun qu'on établit ensemble et on va vers quelque chose. Or, aujourd'hui, je crois que ça n'existe pas. On est tous méfiants les uns des autres, on a de la défiance. Si moi je te dis quelque chose, tant que ça n'est pas dit par une autre personne qui vient de l'extérieur, tu ne vas pas me croire parce que je suis toi. Or, tu devrais avoir confiance en moi d'abord avant de croire ce qui se vient de l'extérieur. Donc, je pense que je dis souvent en rigolant, mais je le pense aussi un petit peu. Je me dis, bon, moi le premier, mettez-moi dans le bateau là, écoulez-moi en Bertrand et puis dire, ok, là, mangez-nous toutes, quoi. Parce que je pense qu'on est en train de les freiner. On est en train de les freiner, c'est-à-dire que à quel moment nous prenons la tâche de leur dire, bon les gars, on peut vivre jusqu'à 80 ans, ça c'est pas un problème, mais je pense qu'à un moment donné, petit à petit, il faut passer le témoin, et puis même si on explique aux gens comment ça se passe la vie, il y en a qui ont envie de connaître pour avoir leur propre expérience de la même situation.
Donc il y a peut-être un petit temps à perdre dans l'explication et dans le laisser faire et permettre à la personne d'évoluer. Mais on ne va pas y arriver avec des gens qui disent, vous savez, le psychiatre national là, qu'on appelle le répondeur, heureusement la France était là, tu vois, depuis en 1945 à croiser radio là. Donc il y a un moment que ce n'est pas une question ni de France, ni des États-Unis, de quoi que ce soit. C'est une question de soi et la confiance qu'on a en soi et la confiance qu'on transmet aux autres. Et je pense que c'est de là que le bas blesse. On est d'accord là-dessus, Prisca? Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on se tire beaucoup dans les pattes, je trouve. Mais quand il faut être solidaire, on l'est bien. Ça se voit, il y a des républiques maintenant en Guadeloupe. Il y a énormément de personnes qui marchent dans les rues en répondant à un seul appel, enfin. Donc, comme quoi, la solidarité, elle existe, elle est possible, elle est bien là, peut-être enfouie, mais en fouillant un petit peu, on peut la prendre et la replanter et laisser un bel arbre pousser. Donc, j'espère que Juste un mot, le dernier. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à la jeunesse guadeloupéenne? Qu'on nous écoute réellement et qu'on ne nous donne pas la parole uniquement lorsqu'il y a crise, conflit, qu'on soit réellement intégré à cette société, parce que pourquoi on doit demander une place en fait qu'on a de naissance, c'est un droit qu'on a, pourquoi on doit se battre autant, pourquoi on doit frapper à multiples portes, limite supplier qu'on nous entende, qu'on nous prenne, qu'on nous écoute. Voilà. Bon, on t'a donné l'occasion de le dire. Merci. 13h30. Monsieur Georges, vous ne partez pas, vous restez là pour la deuxième partie. Monsieur Losbar sera là tout à l'heure. Donc la discussion va se faire. Voilà. Merci Prisca, en tout cas, d'être venu dire ça pour les jeunes, ta catégorie étudiante en Sciences Po. Et puis, comme je dis, ce n'est pas la dernière fois. Pourquoi ils ont dit les jeunes? Ils ont dit les vieux, les seniors. Arrêtez ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est des gens de Guadeloupe, point. D'accord. En plus jeunes qui ont le gène. C'est vrai. Depuis 30 ans, là, ils ont vieux, ils ont fait le dictateur hier en télé. Désolé. Pourquoi dis-moi ils ont gène? Ils sont pas jeunes. C'est noté. 13h30, deuxième pause, tout de suite avec Christian Georges et monsieur le président de la CNBT, CANBT, qui sera avec nous, monsieur Losbar. À tout de suite. Voilà, il est 13h39. Je vous l'ai dit, on attendait le président de la CNBT, en attendant qu'il soit président du conseil général départemental. Guy Losbar, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. On a gardé avec nous le président du Syndipro, c'est le Christian Georges, qui est responsable aussi, j'ai envie de dire, globalement du secteur événementiel. Juste un petit mot, Christian Georges, avant de donner la parole à M. Losbar. Quelle est la situation de ce secteur aujourd'hui, 20 mois après? Catastrophique, on va vers peut-être une mort certaine. Il y a des gens qui sont en train de perdre leurs entreprises. Ça fait 20 mois qu'on est fermé, pour la plupart. On sait qui? Alors, il y a les discothèques, les producteurs de spectacles qui, même si on ouvre aujourd'hui, ne vont pas commencer avant 6 mois. Les restaurants, les bars musique, les bars lunch, les cabarets. Les techniciens, sonorisation, les artistes, puisqu'il y en a qui ont des entreprises qui sont en sirette, donc qui sont chez nous. Si vous voulez, tout ce monde-là, le monde, on va dire festif, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais tout ce qui est la nuit, nous sommes les premiers fermés, les derniers ouverts, et je veux dire qu'au-delà de la stigmatisation, il y a surtout le fait que on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs et on n'a pas tellement entendu beaucoup de gens prendre fait et cause pour nous. Je pense que bientôt on aura beaucoup de clients pour M. Losbar, s'il est président du département au RSA, parce que les gens n'en peuvent plus, les aides n'ont pas tellement suivi. Justement, j'allais dire ça, le conseil général et le conseil régional n'ont pas aidé, parce que j'ai eu... Oui, le conseil... d'entendre les aides données. Enfin, M. Losbar va confirmer, mais au niveau du conseil régional, il y a eu des aides quand même pour ce secteur. Oui, si vous prenez 3 000 en décembre et 4 000 en ce moment, ça fait 7 000 sur 20 mois, divisé par les 20 mois, et vous verrez ce que ça donne pour vivre à certains. Donc, je peux vous dire que c'est tendu, qu'il y a des employés qui n'ont pas de salaire depuis 2 ans. Il y en a d'autres depuis 6 mois. OK, on est descendu dans la rue le 27 septembre 2020. On a commencé, on va dire, les hostilités sociales. Des petits patrons dans les rues, donc voilà. Et nous avons surtout eu comme, comment je veux dire, interface ou dialogue avec la préfecture. Bon, je reconnais que plus loin que la préfecture, c'est un peu sourd.
il n'entend pas, il ne comprend pas. J'ai eu la preuve hier qu'il ne comprenait pas, on ne parlait pas la même langue. Et ensuite, on n'a pas été... on peut accepter, si vous voulez, dans l'absolu, qu'il n'y a pas que nous, qu'il y a beaucoup de gens. Mais vous avez quand même des entreprises qui ont en moyenne 5-6 employés, d'autres en ont 20 ou 25. Il y en a même qui montent à 50 dans la restauration. Donc je veux dire qu'à un moment donné, nous avons une forme de masse salariale qui n'en est pas une, puisque tout le monde est auto-entrepreneur. Donc il y a une assimilation, et donc je pense que le poids économique, ce qu'on est en train de perdre, je ne pense pas qu'on pourra le rattraper, et je ne suis pas sûr que beaucoup vont pouvoir survivre à ce tsunami de la pandémie. Alors, Monsieur Guy Losbar, vous l'avez entendu, avant de venir sur les éléments d'hier, qu'est-ce qu'on peut dire à ce secteur-là? Il représente l'un des syndicats de ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut dire ce secteur événementiel, restauration, etc., aujourd'hui, pour essayer de sauvegarder ce qui peut l'être encore? Effectivement, c'est le secteur le plus sinistré, le plus touché par les différentes mesures sanitaires qui sont prises. Sans entrer dans le détail de ces mesures, c'est une réalité, c'est un constat. Et c'est pour ces raisons que très tôt, au mois de juillet, quand il y a eu l'installation du nouveau conseil, du nouveau bureau au niveau du département, il y a eu différentes rencontres avec des associations, et nous avions privilégié 3 mesures. Des mesures pour qu'il puisse permettre la diffusion de certain nombre de spectacles. Donc il fallait qu'il puisse y avoir une enveloppe qui accompagne les lieux de diffusion. Et, également pour accompagner les acteurs concernés. Mais très vite, on s'est rendu compte, au-delà de l'effort du département, il fallait qu'on puisse, avec la région, pour que nous ayons une enveloppe budgétaire plus conséquente. Et je crois que c'est 600 000 euros au niveau du département et 600 000 euros au niveau de la région qui vont être consacrés à cela. En intervenant sur 3 volets, permettre à celles et ceux qui ont l'habitude de produire du spectacle qu'ils puissent le faire, accompagner les artistes, les créateurs, et également qu'ils puissent... il y a même une formule où je crois que le montant consacré était de 100 000 euros à l'initiative de Michel Mado, qui est d'ailleurs l'élu en charge donc, de la culture et qui connaît bien ce secteur, pour qu'il puisse y avoir une réalisation qui sera diffusée. Moi-même, en tant que président de la CNBT, nous avons eu à rencontrer les différents acteurs, et même en pleine crise, on a initié ce qu'on appelle le festival numérique, où il y a eu donc, des comédiens qui se sont exprimés, où il y a eu également des groupes, puisqu'il y a le groupe, j'oublie le nom, qui s'est exprimé également. Il y a eu également donc, des artistes, des DJ qui se sont exprimés sur 3 jours. C'est une initiative qui a eu un vif succès, avec plus de 100 000 vues sur l'ensemble donc, du territoire et au-delà donc, du territoire. Et ce que nous voulons, c'est de pouvoir pérenniser cette initiative, puisque au-delà de la crise ou pas, il faut que ce type de spectacle puisse pouvoir se maintenir. Et on a vu, alors qu'on ne pouvait pas avoir donc, des spectateurs, c'était quand même l'occasion pour eux de pouvoir se produire et mettre en avant leur création. Alors, je ne reviens pas sur le détail, on va reparler de ça tout à l'heure, sur le détail de ce qui s'est passé hier, puisqu'on sait qu'il y a une forte réunion entre le représentant du gouvernement, M. Lecornu, et les syndicats et le collectif. Il y a eu le refus que vous avez de le rencontrer, une grande partie des élus. Mais aujourd'hui, hier, vous aussi, hier, M. Chalus a parlé d'une délégation interministérielle pour que l'État prenne ses responsabilités. Est-ce qu'il y a déjà une réponse sur cette question? Non, il n'y a pas de réponse, puisque, et d'ailleurs c'est ce qui explique notre action hier, puisque depuis pratiquement lundi dernier, l'ensemble donc, des élus, les 7 parlementaires, régions, départements et l'association des maires, en bloc, nous agissons de la même manière sur toutes les rencontres. Nous avions eu l'occasion de signaler que là, les parlementaires avaient demandé une rencontre avec le Premier ministre, et on a vu que la rencontre devait se faire à 18h, mais le matin, le président de la République ainsi que le ministre avaient déjà donné tout le tempo, tout le rendu de cette réunion, ce qui rendait cette rencontre pratiquement insignifiante. Oui. Vendredi dernier, lors de la réunion avec le ministre de l'Outre-mer, nous avions expliqué que compte tenu des problèmes, même si l'élément déclencheur était le problème obligation vaccinale, qu'il était nécessaire d'avoir pratiquement une délégation ministérielle sur les différents points pour que nous puissions enclencher la négociation.
Il nous avait dit que ce n'est pas d'actualité qu'il puisse être en Guadeloupe. Ce n'est pas sa méthode de pouvoir, en pleine crise, venir. Et nous avons vu que dimanche, on a entendu tous qu'il débarquait. À la limite, il pouvait débarquer, mais que nous puissions sentir qu'il y a cette volonté de pouvoir enclencher cette négociation. On a vu tous les préalables qui ont été mis avec les organisations syndicales et même avec les élus. Ce n'était pas une rencontre pour pouvoir discuter, c'était juste une mise au point et en signifiant dans son communiqué que tous ces points-là étaient de la compétence donc, des élus qui n'avaient qu'assumer donc, leurs compétences. Donc c'est pour ces raisons que nous avons eu cette action. Et ce que nous disons, c'est que nous avons travaillé sur tout un ensemble donc, des points de la plateforme de revendication du LKP. Nous sommes en mesure d'apporter des réponses dans le cadre de nos compétences, mais cela nécessite qu'il y ait une coordination avec bien sûr le gouvernement, avec bien sûr l'État, et voir avec les socioprofessionnels. Donc c'est pour ces raisons que dès aujourd'hui, nous avons adressé un communiqué et des courriers de demande de rencontre à l'intersyndicale, aux socioprofessionnels, en demandant à l'État d'être vraiment dans une démarche de négociation et de rencontre. Le préfet vous a répondu sur cette question déjà? Donc on a envoyé ces courriers aujourd'hui, donc nous sommes en attente des différentes réponses. Alors, je prends la situation vraiment catastrophique, il n'y a pas de réponse de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais de toute manière, nous, on va initier sur des points qui nous concernent. Et puis, il appartiendra chacun à prendre ses responsabilités, puisque j'ai entendu l'intersyndicale dire que sur certains points, il faut tripartite, c'est-à-dire élus, État et organisations syndicales. Il y a des points où lesquels nous avons des réponses à apporter, il nous appartiendra d'intervenir, mais je reste persuadé que l'État ne peut pas rester indéfiniment en disant qu'il faut rétablir l'ordre et non pas être dans une dynamique de dialogue. Parce que j'ai entendu que c'est des policiers supplémentaires qu'on envoie, pas des moyens. Enfin, c'est des moyens, mais des moyens militaires. Oui, effectivement, on a entendu 70 policiers, mais ce que nous voulons, c'est qu'au-delà donc, des policiers peut-être, mais il faut aussi qu'il puisse y avoir certaines personnes habilitées pour rencontrer élus intersyndicales et voire socioprofessionnels. Parce qu'il y a une rencontre qui se fait en ce moment en Martinique, je ne sais pas si vous avez écho, ça ne se passe pas très bien non plus. Enfin, je n'ai pas eu écho pour celui de la Martinique, mais je sais très bien, je sais que suite à l'expérience de la Guadeloupe, en tout cas, j'avais entendu le ministre dire qu'il n'irait pas sur les lieux, il a été, et puis il a été vers les représentants. Donc, c'est-à-dire sous la forme, déjà, il y a une évolution. Alors, l'autre question qui se posait pas, mais qui a été posée, la question de vous êtes pour la domiciliation du pouvoir. On a l'impression que le ministre a lâché ça un peu pour faire, je disais tout à l'heure avec une jeune, que c'est une diversion. Mais est-ce que vous reprenez la balle au bon, c'est-à-dire disant, bon, ouvrez-nous l'autonomie, et bien nous parler. Il est vrai qu'à chaque interview, quand vous me recevez, je mets en avant la responsabilité locale et la domiciliation donc, du pouvoir. Parce que notre situation l'exige. Et lorsqu'on est au quotidien en situation de gouvernance, on se rend compte. Mais aujourd'hui, dans une crise sociale où ce qui est important, c'est de trouver les mesures économiques et sociales pour que nous puissions sortir de cette crise. Quand le ministre le dit, il le dit pour faire une diversion sur le chantage du largage, en fait, etc. Or, il est nécessaire de rappeler qu'aucun ministre, aucun président, même le président de la République ne peut pas décider pour le peuple guadeloupéen, puisque toute évolution institutionnelle, statutaire, peu importe ce qu'on veut, nécessite qu'il y ait un processus et nécessite qu'il y ait une consultation populaire, que c'est le peuple qui dira oui ou non. Donc nous, dans le cadre de cette situation, il est nécessaire d'abord de sortir de cette crise, mais vous le savez, au quotidien, moi je suis un militant de la domiciliation donc, du pouvoir local. Cela s'explique, cela nécessite des concertations. Expliquer pourquoi, puisque bien souvent, beaucoup ne comprennent pas pourquoi. J'ai même entendu certains propos dire, mais ils n'arrivent pas à gérer telle compétence, pourquoi ils veulent d'autres compétences, enfin, etc. Et on se retrouve dans un certain nombre de contradictions. Par exemple, sur l'obligation vaccinale, n'ayant pas la compétence de santé, vous ne pouvez pas... La loi, tant que nous sommes en statu quo, la loi s'applique comme elle s'applique en Normandie, en Picardie ou autre. Il y a des secteurs comme la Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française qui ont cette compétence partagée et où il n'y a pas d'obligation. Cette loi ne s'applique pas chez eux, c'est eux-mêmes qui ont su décider. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Je reviens vers vous, monsieur Christian Georges. Pourquoi les revendications que vous présentez ne sont pas été dans le catalogue, dans le dispositif du LKP?
Quand vous êtes été à part. Non, c'est pas une question d'appart. On était parti devant. Oui. Et après, on a rejoint parce qu'entre-temps, Oui. ils ont fait leur manifestation et on n'a pas du tout envie, si vous voulez, ni de cannibaliser ou de vampiriser. C'est-à-dire qu'ils ont fait le travail qu'il fallait pendant 3 à 7 mois. Nous sommes arrivés à un stade où je ne cherche pas à provoquer M. Losbar, mais... Non, c'est pas le but. Non, mais c'est pas ça. C'est que, bon, je sais que ça peut on peut prendre la mouche pour peu de choses, mais nous avons le sentiment qu'on ne nous entendait pas. Oui. Et chaque fois que le préfet disait en accord avec vos élus, tous les mercredis après-midi, on se disait, mais attendez, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un élu pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ci, pourquoi ça? Après, je suis d'accord sur le fond, enfin sur le développement qui vient d'être dit, mais sauf que si à un moment donné, quelqu'un se permet de me dire, si vous avez un problème social, ceci, cela, il porte la question, alors qu'on parle, même les politiques parlaient de social, le LKP parle de social, Oui. que nous, on arrive peut-être sur le problème, enfin les conséquences économiques et sociales de la mise en place du pass, parce qu'elles sont réelles, Oui. ces conséquences-là. Tout à fait. D'accord ? Et personne ne les assume d'autres que les entreprises elles-mêmes. Oui. D'accord ? Et les salariés qui ont tenu tête à la vaccination. Aujourd'hui, je pense que c'est pas que nous sommes à côté ou qu'on n'est pas... On est arrivé samedi, on a participé à la manifestation, on a soutenu. Mais vous n'êtes pas dans le catalogue des revendications. Non. C'est volontaire, c'est volontaire. Non, c'est vous dire, on arrive. On est en train d'arriver. En plus, je ne vous cache pas que nous, on était un peu... comment dirais-je, en retrait parce qu'on travaille en coulisses, Oui. ok. Et il y a quand même des choix importants à faire. Nous sommes près de 300 personnes dans le syndicat. Je veux dire que tout le monde n'est pas forcément en phase avec tout. Et il fallait trouver un juste milieu pour dire que nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout. Nous avons un problème sur le pass. D'accord. Alors, Monsieur Losbar, on va conclure là-dessus. Quel est le message, que c'est pour ça que je vous ai invité, surtout que vous adressez aujourd'hui au peuple guadeloupéen qui vous regarde, aussi bien aux barragistes qu'aux gens, ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui s'est manifestée samedi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Guadeloupéens en ce moment? Oui, je voudrais quand même juste apporter quelques précisions concernant... Effectivement, souvent il y a des actions, des mesures qui sont prises par les élus sans pour autant que cela soit compris et connu par l'ensemble de la population. Lorsqu'on prend ce problème de passe vaccinal ou d'obligation vaccinale, moi-même j'ai eu l'occasion de faire pour la vaccination et de dire que j'étais pour. Mais cependant, je comprends parfaitement que quelqu'un qui soit pompier ou soignant ne puisse pas se faire vacciner. Mais à ce moment-là, c'est ce que nous avons fait au niveau du SDIS. On dit que comme c'est un secteur qu'il ne faut pas qu'il puisse contaminer les autres ni être contaminé, on met en place un système de tests de manière permanente pour que la personne soit en situation. Donc c'est ce que nous avons fait au niveau donc, du SDIS et qui est en parfaite négociation. Maintenant, concernant donc, les artistes, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. J'ai fait une réunion avec Loïc Amboulé, avec Frédéric Caracas, avec Dominique Coco, qui sont quand même des acteurs importants du monde culturel, de manière à dire quelle était notre vision, puisque je reste persuadé qu'aujourd'hui, plus que jamais, la culture doit être un support pour notre identité. Plus que jamais, on doit pouvoir intensifier vers l'événementiel. J'ai eu l'occasion donc de dire que même lorsqu'on prend des zones comme Bouport, comme Delgrès, où il doit y avoir des spectacles permanents et qui aussi contribuent à un tourisme mémoriel, non pas pour galvauder notre identité, notre culture, mais au contraire mettre en avant un certain nombre de luttes qui va donner une force économique, mais aussi une force culturelle. Maintenant, pour revenir à la situation donc, de la Guadeloupe, il est vrai que nous entamons une 3e semaine donc, de crise. Nous avons vu comment les entreprises sont pénalisées, plus de 150 entreprises qui ont été soit incendiées, pillées ou autres. Et j'ai eu l'occasion donc de visiter un certain nombre d'entreprises. On se rend compte que ce sont avant tout des entreprises. Il y a des aides prévues pour ça. Pardon? Des aides pour ces entreprises. Oui, il y a un dispositif et même au niveau donc, de la région, nous sommes en train de voir. Au-delà des dispositifs existants, il faut qu'il y ait un dispositif spécifique. Oui. En plus, on a vu, ce sont des petites entreprises. Oui. Ce sont des entreprises d'initiative de Guadeloupéens qui sont souvent pénalisées et c'est un peu le paradoxe peut-être de cette crise. Mais en même temps,
il y a une crise qui s'est déclenchée sur des obligations vaccinales ou sanitaires, mais très rapidement, on s'est rendu compte que les jeunes et les moins jeunes qui sont sur les barrages, ce sont d'autres problèmes. Il y a un problème social, il y a un problème économique, voire identitaire qui se pose. Donc, mécaniquement, on doit sortir de cette crise, mais il ne faudrait pas qu'on puisse sortir de cette crise et que dans 2 mois, dans 2 ans, etc., que nous ayons les mêmes problèmes. Donc, il y a un travail à faire pour sortir de cette crise, mais il y a un travail de longue haleine à pouvoir faire pour apporter véritablement donc, des réponses. Dans cette crise, l'avantage que nous pourrons avoir, c'est que quelles que soient les collectivités départementales, régionales ou municipales, toutes ces majorités sont au début donc, de mandature. Il va falloir repenser les politiques publiques. Il y a des dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment adaptés à notre réalité. Donc il va falloir repenser un certain nombre de choses. C'est l'occasion aussi pour que chacun, syndicat, socio-professionnel, politique, que nous fassions notre mea culpa et non pas se dire que forcément que toutes celles et ceux qui interviennent sont forcément donc des délinquants, même si nous condamnons les exactions, puisque personne ne naît délinquant, c'est en fonction donc de sa situation familiale, sociale, économique qu'il peut y avoir donc des déviances. J'ai posé une question et je vais la poser, on va terminer là-dessus, avec une jeune, je lui demandais qu'est-ce qu'il faudrait à la jeunesse, puisque je voulais que tu dises ça, M. Losbar, ce que tu nous as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait à la jeunesse aujourd'hui? De l'écoute. Il nous faudrait de l'écoute et rétablir la confiance, puisque aujourd'hui on parle de défiance, mais c'est pas, à mon sens, c'est pas de la défiance, c'est de la réaction suite à une déception. Mais je suis parfaitement d'accord. Il faut de l'écoute, mais surtout, c'est notre rôle, moi en tant que politique et tous les autres acteurs, de pouvoir redonner confiance et redonner espoir. Puisque quand un pays n'a pas de perspective, il ne peut pas se développer et nous connaissons les crises que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons ce rôle commun et c'est pour cela que j'invite tous les Guadeloupéens à faire peuple. Un dernier mot, Christian Georges, avant de quitter, parce qu'il est 59. Non, je voulais juste dire, M. Losbar, sans rien enlever aux besoins des artistes et à ce que vous avez fait, mais j'ai du mal à comprendre que vous ayez pu fonctionner dans une perspective avec eux sans celui qui investit, qui crée, qui développe, qui vulgarise, qui fait le plan. Vous avez parlé avec la création, mais avec celui qui vend, celui qui met la main à la poche, celui qui viendra vous voir. En fait, le producteur. Oui, mais c'est-à-dire, c'est tout le système, les salles, les producteurs. Mais si vous m'aviez écouté, j'ai dit que dans les mesures, il y avait des mesures pour les artistes et il y avait des mesures pour les lieux de production. Et c'est ce que nous avons voulu. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de production en Guadeloupe et le plus grand nombre de lieux de production, ils ne sont pas très aidés. Non, il y a beaucoup de lieux de production. Et dans les normes. Non, mais le petit bar du quartier où il y a des musiciens qui viennent régulièrement le vendredi, on peut considérer dans sa manière, c'est aussi un lieu de production. Et donc il est dans les normes. Non, mais c'est le but, d'autant plus que si nous sommes donc des élus, des responsables, c'est de faire en sorte que les choses soient dans les normes. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir le maximum de lieux de production, de lieux de diffusion et de lieux de création. Et je vous signale qu'au niveau de la CNBT, nous venons de faire un investissement de 5,6 millions pour un lieu de production et de création. Le Vent-Sapret-Noir, peut-être que vous le connaissez. Et je pense que c'est important que le maximum de Guadeloupéens puissent le connaître et s'approprier donc ces lieux. Merci, messieurs. Il est 14h. Un dernier mot, c'est juste pour passer la chronique de Eda Misseux qui était prévue hier, qu'on n'a pas pu passer hier. Et on est obligé de la passer aujourd'hui avec 24 heures de retard. Salut Jean-Luc et Nouka Koutéo. Merci, messieurs. Merci, Christian Georges. Pas dernière fois, nous connaissons l'occasion. On revient tous les 10 ans. Donc non, mais on va faire Rouvine encore. Et monsieur Losbar va être président dans quelques jours. On se connaît mieux. Il sera là. Voilà. Merci. C'est parti. Otep, Moté, Djambo. Bienvenue dans la rubrique ZCL du jour. Et oui, nous savons que nous vivons une période de blocage et c'était l'occasion toute trouvée pour nous pencher un peu sur notre pensée symbolique. Nous rappelons que nous avons chaque peuple a sa vision du monde et sur cette vision du monde, eh bien, il construit sa langue, sa pensée et ses traditions.
Bien évidemment, nous avons une façon de poser les revendications, nous avons aussi une façon de penser la résolution des conflits. Qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, ça c'est pas le problème. Chacun pense et agit selon sa pensée symbolique. Alors, bien évidemment, nous avons entendu des vertes et des pas mûres, paroles qu'à monter, paroles qu'à descendre, depuis le 15 novembre, les toutes bitins rentrées en serrage. Pays là, nous savons qu'à vivre en blocage, mais bon, nous savons aussi qu'après la pluie, eh bien, c'est beau temps. Premier butin, nous qui peut dire, c'est qui parole qu'à monter et parole qu'à descendre, et d'avoir, nous pas ni même pensée symbolique, eh bien, il y a des gens qui ont pensé que violence, et violence, puis mauvaise violence qui nie, eh bien, c'est celle solution qui tini avec les autres. Puisque c'est ça dans pensée symbolique, ben, c'est comme ça seulement yo ka voye peut régler le conflit a yo. Donc nous voyons ces paroles là ça paraît assez net là on a publié pour vous voir les ou ka promettre moun ba yon balle les ou ka voir ou ka éliminer moun et ben ça veut dire qui a dans civilisation hein, ben celles gens qui voient pour régler conflit c'est toujours avec violence toujours avec coup et que ça va pas sortir. C'est ça, nous peut dire, c'est des paroles malheureuses. Et qui gens langue en nous qu'à répondre. Eh bien, moun qui pas dans conflit là, moun qui pas dans situation là, moun qui ka vivre l'autre bord, eh bien, yon yon gens yo ka dit ça, yon yon mani comparaison, d'après yo c'est yo qui connaissent plus bien qui gens pour régler situation là, et on seul gens yo ka voir c'est coup, et ça pas étonnant que civilisation là ça créé un système qui a créé esclavage ou bien colonisation puisque c'est toujours même modèle là qui a fait avancer. Mais nous Adam langue en nous, là nous chercher Adam ti parole les anciens laissés par nous mais quand nous qu'a trouvé qui c'est soulier tous celles qui savent si chaussettes ni tout. Ça veut dire c'est plutôt tous celles qui savent ça qui a passé en quai à Giromont. Eh bien, si vous pas en quai à en situation, pas parler plutôt, puisque vous êtes toujours à côté, vous pouvez comprendre. En d'autres bêtises, nous qui dit, c'est que nous voyons qu'en question il a posé, c'est pour qui ni tout ça revendication, après en question à obligation pour prendre une injection expérimentale, à part ça qui derrière, et pour qui tout ça revendication derrière. Mais pour comprendre, c'est rien qui garde qui genre un maman qui a fait avec petit taille. Il pas jamais qu'à battre Timouna coup tout long aller. Pour ça qu'il a corrigé Timouna yo, ben yo pas jamais qu'à fait ça tout long aller. Yo qu'a fait ça les anciens t'es qu'à crier ramasser cause. Oui. Adam pensée symbolique en nous pas qu'à faire en grève tous les 15 jours. Même si en partie moun vle dit ça, mais nous savons que le principe là c'est ramasser cause, nous qu'à ramasser cause. Et c'est ça qui fait que les babla pété, et bien toute revendication yote ka kembe asike ayo, et bien ka ou sorti, a pas plus que ça. Mais seulement attention parce que non c'est non, là yo dit non c'est non et nous qu'à songer par exemple si nous regarder dans l'histoire nous qui pas si loin 1985 eh bien, nous avons songé l'affaire faisant, et proverbe là qui a éveillé là, cette parole là, c'est tout GCG, mais casser bois, on fait ça macaque, pas G. Et c'est vrai que par rapport à un professeur qui était un petit coup de pied, eh bien, la Guadeloupe te prend du fait. Et là, c'est des images, c'est en temps vieux bout, et qui pas te connaissent ni drogue qu'a parlé qu'on nous qu'a voyé à présent, eh bien, c'est ça qui t'est fait. Donc, là, vous voyez Pep Guadeloupe bien prendre, bien ramasser cause, eh bien, il a dit non, et là, il dit non, eh bien, il pas qu'attendre pont langue. Oui, mis en expression encore qui est trouvée, nous pas qu'attendre pont langue. Oui, ça veut dire, yo pété lagué ayen. Je dis, je lui dit, nous pas qu'à des modes, nous pas qu'à des modes, mais ni parole là, ça longtemps, c'était, nous pas qu'attendre pont langue. Et ça peut aller loin, regardez bien, parce qu'il y a dit, eh bien, on sait le jour qu'à payer pour tout. Alors, parfois, les gens voient qui peut Guadeloupe pas qu'à dire rien, ni on le monde qu'à comprendre qui c'est accepté sans dire rien. Et c'est ça qui a passé justement dans cette situation là, nous y est là. Mais non, c'est leur voix
population là qui a arrêté de parler, c'est là pour poser tête en question. Tout le temps, il a parlé, il a essayé de négocier, ou ni chance, mais depuis où voit ou qu'a voit qui a arrêté de parler, poser tête en question. Et là, c'est vrai, sinon parole qui a dit, on sait le jour qu'a payé pour tout. On sait le jour qu'a payé pour tout. Là, c'est image nous avons vu, histoire en nous, 1967, l'affaire Skrinsky, on monsieur qui tenait en fonctionnement qui pas été correct, avait un cordonnier qui était à travailler devant la portail. Il dit en parole raciste, on d'autres parti qui a dit il pas dit rien. Nous pas savent, c'est historien qui a fouillé, qui a cherché, si ça on joue qui savent, mais toujours ça nous peut constater c'est que population là levé mauvais. Et monsieur là qui était un bel gros Mercedes en temps là ça, et ben Mercedes là il chal viré et il jeté en l'emmène basté. Bon, donc petit en nous, ils savent qui ça sont morceau histoire en nous. Il faut nous dire la vérité. Là, on voit un gros bab comme ça qu'a fait en Guadeloupe, eh ben toujours qu'il ça qui en dehors, qu'a cherché profiter de cette situation-là pour faire mon voyou. Hein? Mais depuis on va péter un pays là, eh ben c'est eux qui est indicatif présent pour présenter eux comme des gens qui viennent pour sauver le pays là, pour faire de façon pour pas ni des ordres encore, hein, parce que pays là en danger, pays là qui est coulé. Eh ben là on attend ces grands gens là parler. D'avoir ou pas guetton parler d'io, hein, tout le temps pagnon des autres pas guetton parler d'io, eh ben grand-maman nous qu'a dit chaque fois la pluie qu'a tombé, chien qu'a dit qu'il fait un case. Chaque fois la pluie qu'a tombé, chien qu'a dit il fait un case. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a pas l'air on va péter pour songer qui j'en qu'a sauver, qui j'en qu'a organiser. C'est longtemps avant pour prévoir les affaires, pour mettre baba à la trempe justement pour ça pas arriver. Mais est-ce que c'est un peuple qui toujours qu'à rester dans le désordre, dans la guerre, dans le conflit? Eh bien non, nous pas moun la conflit comme ça, nous pas moun la guerre comme ça, et c'est pour ça qui on l'est, eh bien, c'est un bon désordre qu'a metté en l'ordre. Mais là, yo dit c'est un bon désordre qu'a metté en l'ordre, eh bien ça qu'a fait référence à principe fondamental à civilisation et à pensée symbolique en nous, une civilisation africaine qui a dit que nous vivons en harmonie, nous pas pour vivre en désordre tout le temps. Donc, il faut trouver un genre pour régler des ordres là, parce que le principe à la vie, c'est fonctionner en harmonie. Oui, alors ça veut dire qu'il faut rentrer et il faut négocier. Donc, négociation qui est roulée, mais il y a dit tension, à pas ou qu'à négocier, qui ça veut dire que tout ça au cas trouvé, hein, il bon pour, puisqu'il expérience à 100 l'année négociation qu'a fait qui n'y ont défiance et n'y ont méfiance. Et c'est pour qui butin, yo ka dit comme ça, moun pas qu'à acheter chat en sac. Moun pas qu'à acheter chat en sac. Eh bien, c'est tout ça nous tenir pour nous dire aujourd'hui là, hein, il bout, nous ka dit bien merci. Et puis, nous avons nous lundi prochain.